J'en profite donc pour inviter M. Bruno Mettling, le PDG d'Orange AMEA, M. Étienne Géros, le président du CIAN, qui est le Conseil des investisseurs français en Afrique, M. Alexandre Zapolski, qui est le président de GT Numérique Africa France, M. Eloge Soro Kipeya, qui est le DG de l'ANSUD, l'Agence du service universel en Côte d'Ivoire. Je vais enfin inviter donc notre modérateur pour cette session, M. Karim Sy, qu'on ne présente plus, qui a de multiples activités en Afrique, notamment Joko Labs, et qui est tout récemment donc membre du Conseil présidentiel pour l'Afrique. Je vous invite donc à vous installer. Donc, ce panel va intervenir sur l'Union européenne, l'Union africaine. Quel soutien à la stratégie numérique africaine? Nous avons nos panélistes au complet. Je suis là pour équilibrer un peu en termes de genre. Je vois à peu près tous ces hommes, d'après Mohamedou. Je vais passer la parole à Karim pour la modération de ce panel qui est prévu pour 1 heure précise. Sachant que certains de nos invités ont des contraintes. Merci Reine. On voit le dynamisme féminin dans le numérique. Donc nous avons une session qui a été bien introduite effectivement sur la question des stratégies nationales africaines. On nous parle donc d'une rencontre Union européenne-Afrique. Donc la question est dans cette relation, quel est l'échange ou en tout cas le soutien, le type de partenariat qui va être monté. Et donc on a plusieurs intervenants. Peut-être qu'on commencera par vous, Monsieur Lars. Vous avez déjà commencé à parler du sujet, mais comment est-ce que vous voyez plus concrètement ce soutien et ces échanges entre l'Union européenne et l'Union africaine? Bon, je crois que... merci beaucoup. Bon, je suis donc le premier à me mettre là-dedans. Je crois qu'effectivement, nous, on voit la nécessité de voir une Afrique plus unie. Hein, une Afrique plus unie dans le développement du numérique. Un peu comme nous, on a dans l'Union européenne. C'est-à-dire, ce n'est pas forcément que ça va paraître facile à le faire. On a des différents intérêts, évidemment, et ce n'est pas rien contre les entreprises, mais effectivement, les entreprises sont là pour gagner de l'argent. Et donc, on avait vu dans l'Union européenne qu'effectivement, c'était facile à bloquer les sites web entre les différentes Unions européennes. C'est-à-dire, si je voulais, et comme Amazon est une entreprise américaine et qui n'est pas ici, je crois, je peux le dire qu'Amazon, si je voulais acheter quelque chose en Belgique, où j'habite, je voulais acheter quelque chose sur le site du Royaume-Uni, qui était le meilleur marché. Si je voulais le faire, j'étais directement dirigé vers la France, où les sites étaient plus chers. Et donc, ça ne va pas du tout avec notre idée d'un marché unique. Et donc, ça comment dirais-je, ça met l'Union européenne à des petites fractions qu'on n'aimerait pas. Bon, je vois que ce qui est important pour l'Afrique, c'est la même chose. C'est-à-dire un marché... pour une start-up qui veut faire le scale-up, s'il se trouve à Togo, peut-être que le marché togolais n'est pas suffisamment grand et qu'effectivement, ça doit être important et facile de faciliter la possibilité de vendre ces produits, ces services ailleurs en Afrique. Et que ça ne doit pas être restreint par de la législation exprès ou des législations qui effectivement qui sont pas là pour restreindre, mais qui le fait de facto. Et donc, je crois que c'est là où on pourrait avoir une discussion avec l'Afrique et l'Union africaine
qui pourra aboutir à quelque chose qui est très intéressant, au-delà de ce qui est notre assistance, évidemment. Et notre assistance peut effectivement uniquement être quelque chose qui peut accompagner la politique. Je crois que c'est là où aussi c'est important qu'il y a comment dirais-je, une plus grosse force dans l'Union africaine aussi, puisque il faudra qu'on commence à aborder les problèmes africains sur un niveau africain plus qu'on fait aujourd'hui, je dirais. Je suis très franc là maintenant, mais je crois que l'Union européenne, on est avancé beaucoup plus, évidemment, dans l'intégration qu'en Afrique. Ça va être encore plus difficile, c'est 54 États membres dans l'Union africaine, des pays comme Tunisie jusqu'à Afrique du Sud. Ils n'ont pas la Grande-Bretagne. Non, ils n'ont pas la Grande-Bretagne. Il y a pas au contraire, il y a Maroc qui est entré. Bon, nous, on a la Grande-Bretagne qui sort, malheureusement pour eux. Voilà, mais c'est comme ça. Tout simplement pour dire que je crois qu'effectivement, il faut mettre plus d'accent sur quelque chose qui est au niveau panafricain. Hein. Et ça, c'est effectivement un défi qui est très important. Après, évidemment, on peut continuer à travailler. Pour nous, évidemment, c'est extrêmement important et c'est peut-être égoïste de dire, mais c'est extrêmement important pour nous de créer des emplois viables en Afrique, puisque, tout simplement pour dire que pour l'Union européenne, c'est extrêmement important que le futur pour les Africains soit en Afrique et pas dans l'Union européenne. Pas qu'on n'aimerait pas avoir toutes les Africaines qui ont des bonnes idées et des connaissances, mais ça ne crée pas un équilibre entre les deux continents. Je crois que c'est très important, pour cela aussi, pour l'Union européenne, qu'effectivement, il y a comment dirais-je, dans le futur, il y a un flux de data, de services africaines vers l'Union européenne et pas des personnes. Puisque c'est là où on est actuellement. Et pour nous, donc, c'est une partie pourquoi on veut effectivement utiliser la même moyen qu'on a dans l'Union européenne. Il ne faut pas oublier que dans l'Union européenne aussi, on voit le numérique comme le plus gros créateur des emplois aujourd'hui. Et forcément, avec l'écosystème qui existe déjà en Afrique aujourd'hui, je crois que c'est extrêmement important de soutenir cet écosystème. C'est pour ça aussi que nous, on a créé quelque chose qui s'appelle Startup Europe Goes to Africa. Bon, ça on dirait un peu, moi je n'aime pas le mot, puisque c'est un peu néocolonial, si je peux me mettre à le dire. Mais l'idée, c'est effectivement d'avoir un écosystème entre Afrique et l'Union européenne et des contacts entre ces deux écosystèmes pour créer quelque chose. On parlait avant de la compétence africaine, mais aussi la compétence européenne, pour pouvoir effectivement créer cet lien. Et j'arrête cela, mais je crois que c'est très important, puisque cet écosystème, si elle peut être fondée et si elle peut être agrandir, ça sera une force aussi pour l'Union européenne et l'Union africaine de se montrer sur l'échelle mondiale aussi. Puisqu'il ne faut pas oublier qu'on est tous les deux dans une situation qu'on est effectivement dominé par autre Atlantique et plus à l'est. Merci. Et donc, effectivement, quand on parle des stratégies numériques, on voit souvent trois grands axes d'intervention. Donc, le premier, les infrastructures. Le deuxième, effectivement, le renforcement de l'écosystème. Mais on a tout un travail qui est en train de se faire sur le terrain pour accompagner le dynamisme qui est perçu au niveau africain. En troisième lieu, tout ce qui est stratégie justement numérique et gouvernance, régulation. Peut-être, Monsieur Zapolski, vous êtes un acteur de terrain, hein, un entrepreneur qu'on ne présente plus en Afrique, qui justement œuvrait depuis pas mal de temps sur
accompagner cet écosystème, créer des liens justement entre l'Union européenne, la France particulièrement, et l'Afrique. Peut-être vous pouvez nous partager votre expérience. Oui, bien sûr. Bonjour à tous et à tous. Donc, on a mis en œuvre depuis maintenant plusieurs années différentes formes de ponts et d'alliances entre la France, les pays européens et puis les pays en Afrique. On a commencé il y a quelques années avec nos amis tunisiens, où on a toujours une alliance franco-tunisienne pour le numérique qui est extrêmement active. On est en train de réfléchir d'ailleurs à lancer d'autres alliances de pays à pays. À noter d'ailleurs que j'ai pu assister à l'occasion de l'ITEX au Maroc à d'autres types d'alliances sud-sud. Et donc c'est une bonne idée que d'essayer de mailler finalement nos écosystèmes d'un point de vue vertical, nord-sud, mais aussi entre les pays du Sud. Et dans le fond, on s'est aussi tous regroupés en se disant, mais est-ce qu'on ne pourrait pas, au niveau de nos écosystèmes, au niveau de nos filières numériques, essayer de réfléchir ensemble sur ce qui pourrait avoir finalement le plus d'impact pour nos écosystèmes respectifs, et qu'on essaie d'incarner, d'implémenter concrètement cette notion de collaboration que nos politiques appellent souvent en fait de leur vœu. Et donc effectivement, on a mis en place une alliance qu'on appelle l'Alliance pour le développement et le digital, l'ADD. Alors on l'a choisi ce nom-là parce qu'il fonctionne aussi en langue anglaise, hein, Alliance for Digital Development. Et donc ça nous permettait de garder en fait le même acronyme. Et aujourd'hui, dans l'ADD, on a près de 16 fédérations et écosystèmes numériques qui se sont regroupés et qui œuvrent ensemble. Alors, sur différents domaines d'action, mais notamment, déjà, on se retrouve. Et là, c'est un plaisir que d'avoir quelques-uns des membres éminents de l'Alliance qui sont avec nous à l'occasion de ces 3 jours. Je les ai cités hier, mais c'est toujours bien, en fait, de les resituer, de les reciter. Donc nos amis tunisiens avec Kaïs Salami, Salwa, j'en parlais, qui est la présidente de l'APEBI, notre ami Antoine Gomme du Sénégal avec l'Optique, Patrick Beng, qui est le président du Gothic, nos amis du Congo avec le Reptic, et tout à l'heure viendra se joindre à nous notre ami malien Mohamed Diawara, qui est le président de l'écosystème numérique au Mali. Et puis, il faut rajouter aussi nos amis de la Réunion, Philippe Arnaud, qui est ici, de Digital Réunion, les Malgaches, qui font partie en fait de cette alliance, les Mauriciens, les Égyptiens, bref, des pays francophones, des pays anglophones. Et donc, on se retrouve à l'occasion d'événements régionaux pour essayer de partager nos problématiques, nos enjeux, nos feuilles de route. Et puis, on essaie de se mettre aussi en accord pour pousser ensemble une feuille de route commune. Alors justement, à l'occasion du prochain sommet UE-Afrique, on a fait, nous, une contribution que j'ai ici et qui a été envoyée à la Commission européenne en fin de semaine passée, qui est finalement les propositions de l'ADD vis-à-vis de ce sommet UE-Afrique et qui répondait, parce que nous, on essaie de s'inclure dans un dispositif institutionnel. C'est-à-dire qu'on essaie de travailler et de répondre de la façon dont les États souhaitent ou peuvent ou font de toute façon leurs échanges avec les écosystèmes. Au-delà en fait des événements de com ou de marketing en fait qui peuvent exister. Alors je ne vais pas vous faire la lecture de ce document. Par ailleurs, il est disponible sur le site Digi4Dev, qui est animé par la Direction Générale des Entreprises et par notre ami Jean-Bernard Gramont, qui est ici et qui est vraiment le pilier de cette collaboration entre la France, les autres pays européens et puis les pays en développement. Vous savez que pour ma part, je préfère les appeler d'ailleurs les pays en croissance. Mais j'aimerais juste vous donner quelques axes qui nous paraissent être importants. Le sujet qu'on essaie de pousser à l'occasion de ce sommet UE-Afrique, c'est cette idée, mais Lars-Eric, vous en avez déjà parlé, d'un marché unique, ou en tout cas de tout faire pour aller vers un marché unique du numérique en Afrique.
On a pris beaucoup de retard, je pense que c'est insulter personne que de dire ça, vous-même vous en faisiez le constat, en Europe, mais on est en train de rattraper à vitesse grand V ce retard qu'on a eu en Europe. Et je crois qu'une des choses qu'on peut partager avec nos amis africains, c'est justement cette expérience de la constitution d'un marché unique numérique à 27. Alors effectivement, ça sera peut-être un peu plus compliqué à 54. C'est pour ça que parmi les propositions que nous faisons, c'est de commencer par des sous-ensembles régionaux, UMOA, CEMAC, ce qui permettrait finalement de gagner des points, de marquer des points et de construire par sous-ensemble régional ces marchés uniques du numérique. Alors vous l'avez dit, ce qu'on souhaite, c'est assurer un meilleur accès des consommateurs et des entreprises aux biens et services en ligne en Afrique. Vous avez donné cet exemple avec Amazon. Il y a bien sûr des sujets qui concernent le consommateur, et le consommateur, il a besoin d'avoir confiance dans les services numériques pour que ces services numériques se développent. Donc, encore une fois, il y a une dizaine de propositions là-dessus. Je voudrais citer celle-là, harmoniser le respect des règles de protection des consommateurs, ça nous paraît essentiel. Et puis, on en a parlé hier à l'occasion de nos assises sur l'enjeu du dernier kilomètre. Et effectivement, nous, ce qu'on pense, c'est qu'il faut, pour faciliter la livraison de colis et donc la livraison de biens commandés à travers des plateformes, mailler le territoire. Et donc, pour ça, favoriser l'adressage harmonisé, la mise en place de lieux de livraison. Il y a des travaux qu'il faut mener sur les cadastres électroniques, par exemple. Il y a plusieurs projets en cours, notamment, par exemple, au Mali. Et donc, il faut que ces projets aient lieu et il faut qu'ils soient mis en œuvre. Il y a bien sûr des enjeux autour des pratiques fiscales également, sur lesquels il faut viser une harmonisation de ces pratiques fiscales, parce que naturellement, sinon en Afrique, vous connaîtrez exactement le même problème que ce que nous pouvons avoir en Europe, avec des pays qui ont des pratiques fiscales différentes et qui permettent finalement une sorte de dumping de pays à pays. Et on n'est pas tout à fait dans une logique là de marché unique quand certains profitent de dispositifs plus favorables pour attirer les entreprises sur leur territoire. Il y a une répartition unfair, non équitable, finalement, de la création des emplois. Et ça, il faut tout faire le plus rapidement possible pour pallier en fait à cet enjeu. Les deux autres grands piliers, c'est l'amélioration c'est créer les conditions de la croissance et du développement des réseaux et des services numériques. Là, on a dit beaucoup de choses. Je sais que mes camarades reviendront aussi sur pas mal de sujets. Mais pour vous donner quelques exemples très concrets, nous, on pense qu'il y a un enjeu d'essayer d'harmoniser les politiques d'investissement et les politiques d'incitation à l'investissement dans le haut débit. D'ailleurs, quelles que soient les technologies. Là aussi, il y a beaucoup de disparités pays par pays. Il faut essayer d'avoir en fait une réflexion qui soit plus à l'échelle sous-régionale. Et il faut qu'on travaille avec nos homologues pour ce faire. On a un enjeu spécifique, je le disais, en termes de confiance numérique. Alors même s'il y a une conférence dédiée demain à ce sujet-là, peut-être rappeler l'importance de lutter contre la cybercriminalité. Et on a fait pas mal d'avancées en France et en Europe sur ces sujets-là. On a des agences qui fonctionnent, on peut le dire, plutôt très bien. Je pense notamment à l'ANSSI. Et vous savez que nous, on pousse, les industriels du numérique, à ce qu'il y ait une ANSSI africaine, ou tout au moins, dans un premier temps, des ANSSI régionales ou sous-régionales, qui permettraient de faire tout le travail que fait aujourd'hui l'ANSSI, que je ne vais pas détailler ici, nous n'en avons pas le temps. Et puis le troisième donc, pilier, c'est de favoriser à tout prix cette croissance de l'économie numérique. Là, c'est pareil, je vous renverrai au document sur l'ensemble de sa dimension, mais on parle toujours de l'importance en fait de développer des startups, mais finalement, ce qui est assez drôle, c'est qu'on oublie souvent le rôle des incubateurs et des accélérateurs. Et parmi les enjeux d'infrastructure dont le continent a besoin, et ça, je sais que c'est un thème qui te sera cher, mon cher Karim, parce qu'avec les Jocolabs, c'est ce que tu as brillamment fait en pionnier depuis des années en fait, sur le continent africain. Mais notre conviction profonde, c'est qu'il faut accélérer ce mouvement de développement des incubateurs et pas s'arrêter uniquement à la notion d'incubateur, parce que les startups, c'est bien, mais il faut faire autre chose que des stand-up. Les stand-up, c'est les startups d'une personne. J'ai appris ça hier soir et j'ai trouvé le terme intéressant.
Et il faut passer effectivement à des notions plutôt de scale-up, hein, donc finalement des startups qui se développent, qui deviennent des vrais PME et qui deviendront demain des vrais ETI. C'est là où sont les réserves en fait d'emploi. Et donc pour ça, il faut dépasser cette notion d'incubateur pour aller vers des modèles d'accélérateur. Là aussi, c'est ce que nous avons très bien fait dans un certain nombre de pays en Europe et en particulier en France, puisque vous savez que la France, depuis le premier semestre de cette année, est devenue le premier pays en termes d'investissement dans les startups en Europe, devant les Anglais. Et c'est d'abord une grande fierté pour nous. Et c'est quelque chose qu'il faut qu'on partage parce que pendant très longtemps, on a assisté au cours des 20 dernières années à des conférences où on pensait toujours que la place française et que la francophonie serait forcément toujours en retard par rapport aux anglophones. Et on est en train de démontrer aujourd'hui concrètement qu'il n'y a aucune fatalité à ce sujet et qu'une volonté politique, couplée en fait à une volonté entrepreneuriale, peut changer la donne. Et donc sur ce sujet-là, merci Alexandre, je pense que nous avons l'ANSUD qui est présente et qui participe aussi à travailler, à constituer justement un écosystème en Côte d'Ivoire. Et d'ailleurs, vous êtes un peu le seul pendant africain, on va dire, sur ce panel. Comment vous recevez ça et comment vous voyez le besoin de soutien ou en tout cas d'échange, de partenariat qui doit se construire entre l'Union européenne et l'Union africaine? Merci Karim. Je vais moi mettre l'accent sur les besoins fondamentaux que sont ceux d'une structure comme la nôtre. Aujourd'hui, je pense que et le thème principal de la conférence le dit, on s'inscrit dorénavant dans une co-construction de l'économie numérique. Là, nous avons connu à l'origine une phase où la construction, la mise en place de tout ce qui était services de télécommunications et services connexes, cela avait été à la charge essentiellement de l'État. On avait donc assisté à la mise en place d'entreprises qui devaient offrir des services publics. Et ensuite, on a connu les limites de ce modèle et on a privatisé massivement les entreprises qui étaient en charge de ces services. Et donc, on a connu une autre phase qui était le tout privé, qui, elle aussi, a montré ses limites. Et aujourd'hui, le bon sens nous a simplement ramené à comprendre que cette construction devait se faire de façon coordonnée, de façon concertée, donc aller vers ce qu'on a tous appelé une co-construction. Et dans cette co-construction, il y a beaucoup de choses aujourd'hui qu'il faut pouvoir changer en termes de paradigme. Je me souviens, et peut-être que c'est le hasard des choses qui le fait, d'avoir à ma droite M. Metling, qui est opérateur privé en Côte d'Ivoire. Quand l'agence a été mise en place, il y a de cela quelques années, c'était en 2013, mes premiers échanges avec les opérateurs privés, ils ne comprenaient pas de façon vraiment claire pourquoi est-ce que l'État trouvait la nécessité de mettre en place une telle agence. Aujourd'hui, le parti pris, et c'est en tout cas c'est le cas en Côte d'Ivoire, c'est de faire en sorte d'accélérer la mise en place de cette économie numérique-là. Et l'État entend jouer un rôle de moteur dans la transformation numérique de nos États et de la Côte d'Ivoire en particulier. Et donc, qui dit rôle de moteur, dit aussi besoin de ressources financières, s'entend, et ressources humaines. Donc aujourd'hui, la problématique principale pour nous, c'est la mobilisation de ressources. Et sur ce sujet, j'ai une anecdote, une histoire qui s'est passée il y a de cela peut-être 6 ou 7 mois. J'étais en discussion avec le ministre de l'économie numérique de Côte d'Ivoire et le conseiller économique et financier du président de la République,
qui comprenaient mal que l'agence est sollicitée, l'Agence nationale du service universel des télécommunications est sollicitée, l'Agence française de développement, pour un financement avec un prêt qui devrait être mis en place de façon semi-concessionnelle. Et donc, ce conseiller me disait, mais lorsque vous sollicitez l'AFD pour un prêt semi-concessionnel, vous allez grignoter dans le portefeuille des prêts semi-concessionnels qui doivent servir plutôt pour des établissements sanitaires, des établissements d'enseignement, pour des routes, pour l'énergie et autres. Mais ce qu'il n'avait peut-être pas compris, le conseiller en question, c'est que j'estime, moi, et c'est la mission qui nous a été confiée à l'Agence nationale du service universel des télécommunications, que aujourd'hui, le besoin de ce type d'infrastructure doit être érigé au même titre que le besoin d'infrastructures routières, le besoin d'infrastructures hospitalières, d'enseignement. Donc, ce que je veux dire, où est-ce que je veux arriver avec ce que je suis en train de dire, c'est que, et là je le dis à l'attention de l'Union européenne, c'est qu'il faut voir les financements qui devront être mis en place dans le cadre du développement de ces infrastructures ou dans le cadre global du développement de l'économie numérique. Il faut pouvoir les repartir, ce type de financement. Il y a des financements qui devront, du fait de la nature des ouvrages ou des infrastructures qui sont mises en œuvre dans le cadre de ces financements, pouvoir distinguer les types de financements, mettre en place des financements qui soient des financements de type concessionnel, voire semi-concessionnel, principalement pour tout ce qui est infrastructure de base, notamment ici on a parlé souvent de déploiement de backbones nationaux à base de fibres optiques. Ces infrastructures ne peuvent pas être financées sur des prêts de type commerciaux. Les opérateurs privés peuvent bien entendu le faire, mais la limite avec ça, c'est que leurs réseaux à eux sont essentiellement déployés dans des zones qui sont supposées être rentables. Et donc, qu'est-ce qu'on fait des autres parties du territoire, des zones rurales, des zones éloignées, des zones peu habitées? Qu'est-ce qu'on en fait? Il faut en tenir compte. Il faut aussi rendre disponibles ces infrastructures. Ici en France, je pense qu'il y a un plan numérique de transformation numérique du territoire qui a été mis en place, qui a été doté d'un budget, je pense, dans sa dernière phase, d'à peu près 20 milliards d'euros. Il faut peut-être préciser que l'ANSUT, c'est aussi un prélèvement qui est fait auprès des opérateurs, justement pour contribuer et être un levier de développement. Oui, c'est le même principe qui est mis en œuvre en Côte d'Ivoire. Mais la taille du marché comme le nôtre ou la taille d'un marché comme celui de la France n'étant pas les mêmes, les ressources mobilisées n'ont pas la même importance. Et donc là, ce qu'il est important en tout cas de mettre en avant, c'est que le rôle et l'intervention de l'État doit apporter une accélération à la mise en place de cette économie numérique. Et cette accélération, elle ne peut se faire sans une mobilisation importante de ressources financières. Aujourd'hui, dans le cadre de la parafiscalité qui est mise en place en Côte d'Ivoire et qui nous permet, à nous, agences, d'être dotés de 2% du chiffre d'affaires des opérateurs, c'est à peu près 30 millions d'euros qui sont mobilisés chaque année. Quand on le met en perspective avec le projet, la troisième phase simplement du backbone national qui est en construction, qui lui se chiffre à peu près 200 millions d'euros. Donc vous voyez que ces ressources restent largement insuffisantes. Donc ici, c'est vraiment de faire entendre aux uns aux autres qu'il y a un réel besoin de financement de ces infrastructures, mais que ce financement puisse se faire dans le cadre de banques de développement, dans le cadre de prêts, comme je disais, concessionnels, voire semi-concessionnels, de sorte à permettre que là où il n'y a pas de rentabilité supposée avérée pour les opérateurs privés, que l'infrastructure puisse être rendue disponible. Excellent. Donc vraiment, c'est sur ce point que je voudrais appeler l'attention de l'Union européenne sur nos attentes pour le sommet qui est prévu à Abidjan. L'accompagnement sur le financement des infrastructures, on l'entend bien. L'AFD, d'ailleurs, a une nouvelle direction du numérique qui a dans ses axes le financement des infrastructures, le développement de l'écosystème.
et j'en passe. Peut-être les opérateurs qui sont interpellés, je crois qu'on attend beaucoup des opérateurs. Orange est un leader mondial qui se déploie aujourd'hui sur l'Afrique, dans énormément de pays d'ailleurs en Afrique, hein, du Sud, au Botswana, au Sénégal et j'en passe. Vous vivez finalement cette révolution numérique qui est en train de se passer en Afrique aux premières lignes, on dira. Vous participez aussi à d'importants investissements, quoi qu'on dise. Je crois que sur l'Afrique, c'est plus d'1 milliard d'euros, je crois, qui est investi par Orange. Donc, quelles sont les attentes un peu des opérateurs et comment est-ce que vous voyez les besoins un peu? Bien, c'est vrai que les opérateurs ont un rôle central et c'est avant tout perçu, en tout cas Orange, comme une responsabilité très importante parce qu'on voit bien que sans les opérateurs, ça a été encore dit hier, il n'y a rien qui se passe. S'il n'y a pas de la connectivité et de qualité, c'est tout le système qui se grippe. J'en profite pour dire que l'Europe a perdu, avant d'en venir à l'Afrique, a perdu la bataille de l'amont. Les contenus, on va dire, ont plutôt été gagnés par les GAFA du côté de l'Amérique du Nord. L'Europe est en train de perdre la bataille de l'aval des équipementiers. C'est plutôt, on sait bien, du côté de l'Asie que ça se situe. Donc il reste dans cette grande chaîne du numérique une zone assez centrale qui est celle des opérateurs, hein, dans la chaîne de valeur du numérique, qui est celle des opérateurs. Je ne néglige pas évidemment tout ce qui est les contributions start-up, mais si je regarde en termes d'économie, de macroéconomie du secteur du numérique, c'est quand même important aussi que l'Europe elle soit attentive dans les développements, dans la constitution de ce marché unique numérique, à la situation évidemment et aux enjeux des opérateurs. Je dis ça parce que si j'en viens à l'Afrique, les opérateurs ont évidemment cette responsabilité particulière. Encore une fois, je parle plus de responsabilité particulière, mais on voit aussi que des opérateurs ont décidé de se retirer de l'Afrique francophone. On peut se le dire ici, on est là pour parler très franchement. Hein, et je sais que c'est la tonalité qu'ils souhaitent donner au débat. Des grands opérateurs ont décidé de se retirer de l'Afrique francophone, estimant que les conditions, les règles du jeu, les conditions de l'environnement ne permettaient plus de mobiliser les financements dont on parle, 1 milliard d'euros par an pour Orange, dans des conditions suffisamment de visibilité, de transparence pour le futur. Donc c'est aussi à la fois une formidable dynamique, et c'est vrai qu'Orange, qui présente ses résultats, et en particulier les résultats de la zone dont j'ai la responsabilité, est très fier de communiquer sur les 10 millions de clients 4G en Afrique. Hein, on vient de passer le cap des 10 millions de clients 4G, donc c'est des chiffres très importants. Et en même temps, il ne faut pas se le dire, il y a des éléments de fragilité que des assises comme celle-ci, que les rendez-vous avec l'Union européenne, et je suis moi-même vendredi pour en parler au niveau de l'Union européenne, on doit pointer, on doit réussir de se dire entre personnes qui sont convaincues ici, quelle que soit la responsabilité, de la nécessité de réussir cette transformation numérique. C'est une formidable opportunité pour l'Afrique. Donc qu'est-ce que j'attends de ce sommet en résumé? Pour rentrer un peu plus précisément, c'est évidemment tout cet enjeu d'une intégration qui permet des réseaux, y compris supranationaux, panafricains, de qualité. Parce qu'il faut être clair, lorsque dans une chaîne, je ne citerai pas un pays particulier, mais il y a une défaillance du réseau de transport, c'est l'accès Internet de toute une série d'autres pays qui sont enclavés, qui peuvent se trouver gravement fragilisés. Donc on voit bien que la réflexion ne peut plus être seulement nationale, et tout ce qui a été dit sur l'intégration, j'en parlerai bien moins qu'Alexandre, bien moins, donc je n'insiste pas, mais c'est des enjeux absolument clés de réussir cette intégration, y compris pour la constitution de ces réseaux, y compris dans les financements qu'ils requièrent, et qui dépassent à l'évidence les capacités des acteurs économiques privés ou des États concernés. En tout cas, mailler ces territoires, fait ce que l'Afrique de l'Est, et là encore il faut être lucide, réussit peut-être un petit peu mieux que l'Afrique de l'Ouest. En tout cas, accélérer en Afrique de l'Ouest ce maillage des réseaux, ces grands réseaux régionaux, est évidemment une grande priorité qui doit mobiliser l'énergie de tous. Le deuxième élément, c'est éviter les fractures. Moi, vous savez, j'ai une école personnelle qui me fait toujours être attentif aux fractures. La fracture numérique, elle peut se développer. Ça va aller à la fois très vite et en même temps on voit des éléments de fracture. Et moi, je le dis ici clairement, l'accès à la connectivité, ces fonds quand même au total très importants de services universels qui sont collectés par tous les États de la région, ont-ils vraiment l'usage, je le dis ici en pesant les termes, qu'ils ont vocation à avoir? Bien sûr, c'est pas hasard, si la Côte d'Ivoire est là pour en parler, elle peut parler de réalisations concrètes. Nos amis du Maroc sont au premier rang et on voit bien comment on peut financer évidemment les bons usages du service universel. Mais je le dis, avant d'imaginer des nouveaux mécanismes de financement, utilisons déjà et utilisons-les de manière efficace, les éléments qui existent. Voilà, je ne vais pas aller plus loin, vous en doutez, mais c'est très important que les fonds de service universel soient effectivement utilisés pour ce pourquoi ils ont été conçus et pas forcément comme ressources supplémentaires, dans la meilleure des hypothèses, des États en fin de période budgétaire. Donc ça, c'est le deuxième message. Évidemment, les mécanismes de financement sont importants, mais ils doivent être mobilisés et mis en œuvre. Et le troisième message, c'est que sur ces infrastructures, et j'en resterai là pour les infrastructures, il faut bien différencier la définition de l'architecture, qui devient évidemment un enjeu majeur qui est de la responsabilité des acteurs publics.
de la mise en œuvre opérationnelle. Moi, je suis inquiet, je vous le dis très franchement, quand je vois ces milliers de kilomètres de fibres qui sont faits par des acteurs qui n'ont pas forcément, j'allais dire, toutes les qualités pour les exploiter dans les meilleures conditions. Je suis inquiet quand je vois la dette qui s'accumule derrière des grands projets de financement de fibres optiques sans forcément qu'on ait bien réfléchi à l'articulation de ces réseaux avec ceux qui devront les exploiter et les faire fonctionner. Voilà, je ne vais pas plus loin parce que je sais comment ça se termine, notamment pour les acteurs économiques, si d'aventure les conditions de réalisation de ces grandes infrastructures n'ont pas été réalisées dans des conditions optimales, n'ont pas été pensées en termes économiques. C'est aussi un des enjeux sur le développement des infrastructures. Et puis je bascule sur l'autre sujet brutalement, c'est sur comment est-ce qu'il nous faut réussir ce chapitre numérique de ce grand rendez-vous entre l'Union européenne et l'Union africaine. Moi, j'ai deux messages principaux. Bien sûr, c'est très heureux que le numérique apparaisse en tant que tel. Tout le soutien à l'écosystème nécessite d'adresser ce chapitre dans sa dimension spécifique, et ce n'est pas sur le regard des acteurs que vous êtes que j'ai le contraire. Mais j'ai un autre message, vous avez compris depuis hier en ouverture, j'ai insisté là-dessus, c'est attention à ne pas cloisonner le numérique dans son univers. Et je dis très clairement, je vois aujourd'hui en matière d'énergie par exemple, je vois comment des projets sont bloqués alors qu'ils pourraient apporter très vite ces fameuses croissances inclusives, parce que dans le mindset de ceux qui portent les infrastructures énergétiques, on sait raisonner sur un barrage à 10 ans, on a du mal à financer des centaines de milliers de kits grâce à des technologies qui peuvent être diffusées extrêmement rapidement dans les zones rurales. Parce qu'en matière d'agriculture, c'est difficile pour ceux qui portent l'agriculture à tous les niveaux d'imaginer qu'il est plus important de réussir la plateforme de diffusion de cet applicatif qui donne des conseils aux agriculteurs au quotidien, qui fait des 10-11% de croissance de leurs revenus, plus difficile que de refinancer les infrastructures traditionnelles que l'on porte. Et donc il y a un mindset à changer. Il est à changer, c'est les acteurs du numérique. Nous, on ne pensait pas un jour, en tant qu'opérateur, être amené à accueillir sur nos plateformes, d'ailleurs, on les challenger à juste titre sur l'ouverture de nos plateformes, à accueillir des activités de type agricole. Ce n'était pas du tout évident pour un opérateur comme Orange, à être amené à être sollicité pour accompagner les kits ruraux, parce que le paiement sur mobile est un élément clé du succès de la diffusion de ces kits ruraux. Donc, quelque part, un peu dans l'énergie, on n'était pas prêt à ça. Mais on va devoir l'être. Mais notre mindset doit changer. Le mindset des bailleurs de fonds, je le dis, qui ont quand même la culture des grandes infrastructures physiques et des risques associés, des financements associés, doit aussi changer. Et puis la culture des responsables, on va dire, doit aussi changer parce que quelque part, c'est plus rapide et plus efficace, encore une fois, d'apporter quelques conseils à des applications à des milliers d'agriculteurs dans leur langue, ce qui est quand même un challenge souvent, que de financer la Xème grande infrastructure qui verra le jour. Voilà. Je ne veux pas opposer trop les infrastructures parce qu'après, ça me revient en boomerang, y compris pour les grandes infrastructures de haut débit dont on a besoin. Mais voilà, je dis que la place de la numérisation du secteur traditionnel de l'économie est à ce sommet une place au moins équivalente à celle qu'à juste titre les start-up, le développement d'écosystèmes aura. Voilà, c'est quelques éléments que je voulais comme Clairement, ça partager. on voit bien d'ailleurs effectivement le numérique, levier de développement à tous les niveaux, une réinvention du secteur bancaire à travers le mobile banking ou des échanges. On voit le secteur agricole effectivement qui est en train de revoir toute sa chaîne de valeur qui se réorganise et qui ramène finalement de la valeur auprès des populations et donc finalement qui contribue à une dynamique de croissance plus directe. Et des exemples, on pourrait en donner toute une série. Peut-être justement, c'est peut-être le bon tremplin pour parler à M. Étienne Giros du CIAN, qui est quasiment un Africain maintenant, à force de sillonner le continent depuis longtemps, donc aussi avec des activités traditionnelles. Peut-être vous pouvez partager la vue de l'émergence justement de cette révolution numérique et de comment cette relation Union européenne-Union africaine qui est en train de se redéfinir peut aller dans le bon sens. Merci Karim. Oui, je crois que cette réflexion africo-européenne sur le digital est absolument nécessaire. Avant de préciser ou de vous expliquer quels sont les enjeux que je vois dans ce domaine-là et ce que ce sommet prochain, sur les points sur lesquels il devrait se focaliser, je voudrais simplement d'abord dire que je pense qu'il ne faut pas opposer l'économie digitale avec l'économie traditionnelle. Moi, je représente les entreprises essentiellement françaises, mais pas uniquement installées en Afrique. Donc tous les secteurs sont couverts. Et je pense que, évidemment, c'est une grave erreur. Et quelquefois, dans les médias ou dans certains colloques, on le fait un peu, d'opposer l'économie traditionnelle et l'économie du digital. Les deux vont absolument ensemble et sont indissociables. D'ailleurs, si on parle tant du digital et qu'on est là aujourd'hui, c'est bien parce qu'en Afrique, c'est pas en soi le digital qui va conforter le développement de l'Afrique. C'est parce que le digital est un outil, est un partenaire de l'économie traditionnelle
pour permettre à l'Afrique de pallier un certain nombre d'insuffisances structurelles qu'elle a et auxquelles elle fait face. Le digital, et c'est la fameuse théorie des leapfrogs ou des sauts de grenouilles, le digital permet à l'Afrique de gagner beaucoup de temps pour rattraper le retard dans certains domaines. Alors je voudrais illustrer ça, tout le monde le sait, mais enfin je voudrais quand même rappeler ou donner quelques exemples, un peu au hasard. Dans l'agriculture, tout le monde sait le rôle que le digital ou le numérique peut jouer. Dans les banques, le money banking, etc., c'est quand même bien parce qu'il y avait une insuffisance de maillage d'agences bancaires et d'ouverture de compte que cette technologie a pu se développer. Il y a un autre domaine qui m'est cher, qui est celui de la formation. Vous savez que l'Afrique est confrontée à une massification des jeunes à former, qui est absolument époustouflante. Enfin, c'est à la fois enthousiasmant, mais c'est aussi très, très inquiétant. Et il ne faut pas croire qu'on va résoudre ce problème de la massification, c'est-à-dire de millions de jeunes de plus à former, notamment dans le domaine technique et supérieur, uniquement en construisant des écoles et en embauchant des milliers de professeurs. On n'a pas l'argent, on n'a pas le temps, on n'a pas les moyens. Donc, le digital, avec les jeux de rôle, les MOOCs, etc., apporte tout un tas de solutions pour résoudre ces questions-là. Autre exemple, la médecine, ou les questions de santé. Je crois, là aussi, beaucoup au digital ou au numérique pour résoudre ces questions-là. On ne va pas le développer ici. Au fond, et puis évidemment, le e-commerce, tout le monde a des exemples en tête. Au fond, je pense que ce qui se passe et ce à quoi nous assistons en ce moment, c'est la confirmation grâce à ça, non pas l'entrée, parce que ça fait maintenant 20 ans qu'elle a eu lieu, mais la confirmation de la présence de l'Afrique dans la mondialisation. Et c'est grâce notamment au numérique que cela se passe. Et j'ajoute un dernier point pour situer le problème, c'est que le digital ou le numérique est un outil extraordinaire de régionalisation. Nous sommes tous confrontés, et il faut le dire, quand on dit mais pourquoi finalement les entreprises n'investissent pas plus dans tel ou tel pays, c'est qu'il y a, parmi beaucoup d'autres, il y a un obstacle qui est l'étroitesse des marchés. Il y a 54 pays en Afrique et les marchés, pas toujours, mais pour la plupart des 54 pays, sont petits et nécessitent des gros investissements pour une taille de clientèle ou une taille de chiffre d'affaires derrière qui est assez faible. Et tout le monde connaît la solution, évidemment, c'est la régionalisation. Je ne dis pas la fusion des pays, mais des zones monétaires, des zones, ça existe quelquefois, des zones douanières, des réglementations normées, etc. Eh bien, le digital est évidemment un moyen et un outil absolument clé là-dessus. Voilà pourquoi il ne faut pas, me semble-t-il, opposer les deux économies, l'ancienne et la nouvelle, et qu'il faut militer tout à fait pour leur approche. Alors, dans la vue, en prévision du sommet à venir, je pense qu'il y a 3 ou 4 enjeux que je voudrais rapidement citer. Rassure-toi, je vais être bref, Karim. Le premier, c'est les infrastructures numériques. Là aussi, ça va tout à fait dans le sens que je dis, il ne faut pas opposer la vieille et la nouvelle économie, mais il faudra quand même bien développer partout des tuyaux, il faut améliorer la couverture des territoires et il faut, puisqu'on est dans une situation nouvelle encore, éviter des déserts numériques. Et l'Afrique est grande et il y a une population absolument gigantesque. Si on ne veut pas que tout le monde se concentre dans les villes, c'est une des grandes priorités, c'est équiper l'Afrique, notamment en zone rurale, d'infrastructures numériques. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, le sujet de la régulation. J'appelle de mes voeux que la régulation, qui est quelque chose de très important, on ne peut pas se développer le numérique sans régulation. Ça, c'est le rôle de l'État ou des États. J'aspire de mes voeux une régulation positive, constructive, qui essaiera de répondre aux défis que j'ai cités tout à l'heure, et non pas punitive. Et je dois dire que nous, en tant qu'entrepreneurs, nous regrettons quelquefois que les régulations, les approches du régulateur soient plutôt des gênes au développement, et soient, je répète le mot, punitives, et non pas assez ouvertes vers l'avenir. Donc ça, c'est, je crois, le deuxième point très important. Le troisième point, c'est permettre et créer un cadre ou un contexte pour que le partenariat entre les startups, les innovateurs digitaux et les opérateurs traditionnels de l'économie se fasse. Les startups ont des idées, les start-upers ont des idées. Ils ont quelquefois des moyens modérés ou modestes, mais ils ont des idées et ils bloquent assez souvent, je le vois très souvent, j'en rencontre beaucoup, pour développer leurs idées. Comment faire, sur qui m'appuyer, trouver les financements et surtout trouver les marchés. Quant aux entreprises de l'économie dite traditionnelle, ils sentent bien qu'il faut franchir des pas et eux, quelquefois, ils n'ont pas les idées. Et donc, il faut évidemment créer un écosystème
où ces jeunes pousses, ces innovateurs, ces start-upers pourront trouver un appui auprès des grands groupes qui eux-mêmes pourront développer des nouvelles technologies. Troisième axe. Quatrième et avant-dernier axe, le prix de l'accès au numérique et au digital. Ça, c'est une question. Alors, il y a les opérateurs qui ont leur coût de revient et l'amortissement de leurs investissements. Bruno a rappelé tout à l'heure les montants astronomiques auxquels ça se situe. Donc ça, on n'ignore pas tout ça. Il faut évidemment amortir tout ça. Mais là, en disant ça, en réalité, je vise un sujet qui est assez précis, qui est celui de la taxation et de l'imposition de cette activité. C'est moderne, il y a quand même beaucoup de flux financiers, ça rapporte ou c'est supposé rapporter de l'argent, et donc ça peut être un élément d'ajustement pour un certain nombre d'États pour taxer ces activités. Et on a tous en tête certains exemples où brutalement des taxes ou un système de taxation est arrivé et a tué l'activité ou le développement d'un réseau numérique. Donc ça, c'est très important. Je pense qu'il faut pas se servir de cette activité nouvelle, moderne et en plein développement pour améliorer les finances publiques, je crois. Et le dernier point, c'est celui de la sécurité des transactions et du système et de l'écosystème digital. Et là, je pense évidemment à la cybersécurité, ça a déjà été évoqué, je ne reviens pas là-dessus, mais j'ai en tête un exemple, c'est que comme il y a des questions de sécurité et de sûreté importantes en Afrique, on peut être tenté, ou certains États peuvent être tentés, de réguler en matière de sécurité les systèmes digitaux, c'est-à-dire en gros de couper les robinets. Donc, il y a quelques pays dans le monde où ça arrive brutalement, pendant 3 jours, on coupe Internet, ou alors un certain nombre de systèmes numériques sont interrompus, voire n'ont pas l'autorisation de se développer. Donc là, simplement, en conclusion, je dirais que si on veut réussir cette symbiose entre l'économie traditionnelle et le numérique, il faut quand même nous laisser travailler, et on ne peut pas développer une économie numérique dans le monde, et en Afrique en particulier, s'il y a des jours entiers d'interruption. Donc la sécurité et le maintien du service sont très importants. Voilà, je pense que si le sommet pouvait orienter ses travaux sur ces 4 ou 5 pistes que je viens de donner, je pense qu'on gagnerait beaucoup de temps. Alors on a un peu de temps, et avant de redonner un tour rapide aux intervenants, je pense que ce serait intéressant d'avoir des intervenants de la salle, puisqu'on a tout un tas d'experts et de responsables qui sont là. Peut-être rapidement, on va prendre 3 interventions rapides. Honneur aux dames, il n'y en a pas beaucoup. Donc, voilà. Bonjour. Ah, vous avez un micro, voilà. Moi, je suis Bonjour. mode. Voilà, moi j'ai une question pour le monsieur, le dernier intervenant. Il a bien sûr mis le point sur tous les aspects qui pourraient concerner une coopération fructifiante. Si vous pouvez vous présenter. Je suis journaliste. Pour le magazine Arabiz et CUMA. Donc je voulais juste, il y a une question qui m'interpelle, vous avez évoqué, donc comment améliorer la coopération entre par exemple la France et les pays africains, et vous avez cité plusieurs exemples, par rapport aussi aux opérateurs qui étaient présents, qui ont choisi de se retirer, bien évidemment parce que vous avez évoqué aussi le contexte financier qui bloque un peu les investissements. Pour ne pas dissocier l'économie numérique des autres activités économiques, il est important aussi qu'il y ait des investissements importants qui soient mis en œuvre pour le développement des infrastructures, par exemple, le développement du réseau dans le continent africain, sachant que ces investissements sont colossaux. Et à votre avis, pour améliorer, vous avez évoqué, vous avez dit, on aimerait bien qu'on discute sur les points que j'ai cités pour qu'on en sorte de quelque chose de concret de cette rencontre. Moi, ma question est la suivante. Est-ce que c'est les États africains, sachant leurs difficultés économiques, les manquements qui existent au niveau de tous les secteurs, notamment sur le point de développement humain, est-ce que tous les projets qui sont en cours, qui doivent être faits dans les pays africains et qui doivent être développés pour que ce continent se sorte un peu de la léthargie, on va appeler ça comme ça, même s'il y a des initiatives qui sont très très intéressantes dans l'Afrique de l'Ouest et certains pays maghrébins. Ma question, comment
est-ce qu'on pourrait aider ces pays africains à se développer, sachant que les partenaires étrangers et les institutions internationales ne peuvent en aucun cas répondre à tous les besoins de financement des réseaux, des infrastructures et toutes les activités annexes qui permettront d'installer une économie numérique qui intéresse les partenaires étrangers. Merci. Une deuxième question derrière. Oui, s'il vous plaît. Non, devant vous. Voilà. Merci, je m'appelle Cissé Kane, je représente la société civile africaine sur la société de l'information. C'est une plateforme de 500 ONG dans 40 pays africains. J'ai une inquiétude par rapport à la coopération UE-UA. C'est le saucissonnement, si le mot existe, de la stratégie en Afrique. De temps en temps, j'entends que l'Union européenne a mis une amende de 2 milliards à un groupe parce qu'il y a un problème qui n'a pas été réglé. Je me demande, est-ce que, parce qu'il y a une loi qui a été enfreinte, parce qu'il y a eu un monopole quelque part, je me demande, est-ce que ces problèmes-là n'existent pas en Afrique? Est-ce qu'il n'y a pas un moyen que, puisque c'est un travail institutionnel, est-ce qu'il n'y a pas un moyen que l'Union européenne s'oriente vers ce genre de stratégie? Aujourd'hui, l'Afrique est livrée au problème de la cybersécurité. L'Afrique est très vulnérable. Et bon, l'espionnage a toujours existé, toutes les questions liées à la stratégie géopolitique existent. Mais on voit actuellement que l'Afrique est très vulnérable, et que l'Afrique n'a pas de serveur roots, par exemple. Toutes les informations qui circulent en Afrique dans le net, elles dorment quelque part dans des serveurs. Bon, on est tous dans le même problème. Mais je pense qu'une des stratégies, une des questions, c'est de doter l'Afrique d'une stratégie panafricaine globale. Pas d'aller vers des pays isolés et puis d'aller dérouler son programme. Je suis un peu société civile, mais c'est une vérité crue. Merci. J'ai juste encore une dernière question. C'est la question de la formation. Parce que si on forme de façon massive, on arrive. Il y a un atelier qui va se tenir sur la marché. formation après. Hein, Je peux terminer là-dessus, s'il vous plaît. Il y a un atelier qui va se tenir sur la formation. Non, je suis désolé, je dois tenir le temps. Donc, monsieur, derrière, si vous pouvez. S'il vous plaît, bonjour, monsieur Zaglami. Moi, j'ai l'avantage, parce que le panel aujourd'hui, c'est l'Union européenne, Afrique, d'être un ancien de l'Union européenne, parce que je travaille au Parlement européen, à la Commission européenne, et donc je connais très bien les problématiques. La question que je me pose aujourd'hui, puisque j'ai une école de formation, j'ai l'un des plus gros studios de jeux vidéo d'Afrique, la question que je me pose, on est en train de réfléchir ensemble sur les stratégies futures, mais depuis tout à l'heure et depuis hier, ce que j'entends, moi on m'a toujours appris que quand on veut mettre en place un programme, on fait une cartographie de l'existant. Or, personne n'a proposé une cartographie de l'existant. Je connais très bien l'Afrique, je connais pratiquement tous les pays, je vais sur le terrain, il y a tellement de choses que l'on découvre, même les États, même les gouvernants ne sont pas au courant de ce qu'il y a dans leur propre pays. La première chose à faire avant d'envisager une stratégie, c'est déjà de cartographier l'existant et de regarder ce qui existe dans chacun des domaines. À partir de là, vous serez surpris. Moi, j'ai découvert dans mon secteur, qui est l'industrie créative numérique, des choses extraordinaires. Je vous inviterai cet après-midi, parce que j'interviens également, sur mon blog. Vous allez voir ce que j'ai découvert en Afrique. J'ai donné à tout le monde la possibilité de regarder ce qui existait. La première question, c'était la cartographie. Moi, je vous invite à faire une cartographie de l'existant. Deuxième chose, on s'intéresse aujourd'hui, vous n'avez pas du tout parlé des jeunes. 70% des jeunes ont moins de 25 ans aujourd'hui en Afrique. Quelle est la stratégie que l'on a vers eux? Quand vous posez une question à un jeune en Afrique, vous lui demandez ce qu'il veut devenir, il vous dit « je vais faire des jeux vidéo ou être youtubeur ». Donc, on sait que le jeu vidéo aujourd'hui est très important. Ça représente l'industrie créative culturelle. Aujourd'hui en Afrique, c'est 0,9%. Il y a des projets, il y a des capacités extraordinaires. Moi, j'ai une école, je suis en train de former des tas de jeunes que j'accompagne, donc des jeunes que je reçois d'Afrique. Je suis basé en Tunisie. On a été choisi par Facebook, on a été choisi par Autodesk pour former des jeunes. Je forme des jeunes qui, aujourd'hui, sont en train de partir dans leur pays d'origine, au Cameroun, au Gabon, un peu partout. Et je voudrais terminer par une success story pour vous dire qu'en Afrique, on peut réussir. Il y a un jeune qu'on avait accompagné qui a monté son studio, qui s'appelle Kirion Games, qui est au Cameroun. Olivier donc, n'a pas trouvé les fonds, il a été obligé de faire du crowdfunding au niveau français. Il a réussi à lever à peu près 300 000 à 400 000 euros.
Aujourd'hui, son succès dans le jeu vidéo est mondial, puisque Hollywood l'a récupéré pour faire une série télévisée à partir de son projet de jeu vidéo, qui est de son identité africaine. Et tant qu'on ne défendra pas l'identité africaine, on n'existera pas sur l'échelle internationale. Et vous avez plein d'autres projets qui sont en train d'arriver. Merci. Ce qui est intéressant aussi avec ça, c'est de voir justement ce foisonnement qui se passe au niveau de la base et qui est très dur justement à capturer. Et qu'on voit au niveau de la société civile, au niveau des jeunes entrepreneurs, des start-upers dont on parle. Et je crois que c'est là où il y a aussi de l'innovation à trouver. Peut-être une dernière intervention de la présidente du Merci. Maroc. Enfin, ce n'est pas une intervention, c'est vraiment deux questions précises au panel. Je pense que c'est un peu l'objectif. Ma première question, qu'elle s'adresse aux représentants de l'Union européenne, que je salue ici. Ma question, elle est très précise. C'est par rapport à la directive de l'Union européenne qui va rentrer en vigueur en mai 2018 sur la protection des données personnelles. Comment est-ce que, justement, dans le chantier numérique, l'Union européenne va accompagner ces pays-là pour être conformes et éviter, justement, le risque, parce qu'on a parlé beaucoup de former des Africains pour qu'ils restent en Afrique, et cela suppose qu'on va leur offshorer des travaux, mais ça peut être un frein. Donc ça, c'est vraiment, je pense, c'est une question qui est importante, primordiale, sachant que mai 2018, c'est demain. Ma deuxième question s'adresse au directeur général de l'Institut, que je salue ici, et que je félicite bien sûr pour l'excellent travail. Je pense que l'Institut, c'est un exemple dans la région à l'unité. Et ma question précise, c'est par rapport à... Vous m'avez interpellé par rapport à la discussion que vous avez eue avec votre ministre et le conseiller du président. Parce qu'effectivement, comment est-ce que vous arbitrez, puisque vous avez un rôle un petit peu fédérateur dans l'ensemble des projets. Et donc, s'il y a des projets de dématérialisation, par exemple de procédures au niveau justice, au niveau santé, et donc tout ce qu'on rajoute le « i », est-ce que ce sont des projets qui doivent être portés? C'est vraiment une réflexion, parce que nous, on est en pleine réflexion au Maroc, c'est vraiment pour nous inspirer de vous. Est-ce que c'est plus des projets qui doivent être portés par les ministères eux-mêmes, avec je dirais, l'accompagnement de votre agence, ou est-ce que c'est l'agence qui doit porter ces projets et les mettre en œuvre pour les ministères? Et comment l'arbitrage se fait entre différents ministères, sachant que la tutelle, c'est un ministère et ce n'est pas le gouvernement lui-même, le chef de gouvernement. Merci. Merci. J'en profite pour saluer l'arrivée de M. Diawara, le président de l'Organisation des professionnels des technologies du Mali. Bienvenue. Et donc, je vais donner un dernier tour de table à nos amis du panel pour répondre aux questions et peut-être faire leur dernier mot de sortie. Peut-être on commence. Voilà. Merci Karim. Je me permets de commencer à répondre à la série de questions. Je pense que la question de la journaliste qui avait été posée à l'attention de peut-être d'autres intervenants m'interpelle. Il n'est dans l'esprit de personne ou dans l'intention de personne d'attendre que tous nos besoins de financement en matière de numérique proviennent de ressources extérieures. Il y a des mobilisations de ressources qui sont faites en interne. On a expliqué tout à l'heure la mise en place de mécanismes via la parafiscalité. Mais il y a aussi une approche qui est faite en termes de stratégie. C'est vrai qu'on a ici, à tour de rôle, juste 5 minutes pour s'exprimer. J'aurais même pas... 1 minute, parce que... oui, non, là, ça sera 1 minute, mais je veux dire, dans le cadre qui est comme celui-là d'un panel, on n'a pas beaucoup de temps. Hein. C'est vrai que nous avons été interpellés sur le fait qu'on n'a pas parlé de la cartographie de l'existant. Il n'y a aucune stratégie qui pourrait se faire sans faire un état des lieux. Mais bon, on n'en a pas parlé, je suis désolé. Donc, aujourd'hui, l'approche qui est privilégiée chez nous, c'est de faire en sorte que sur certaines infrastructures, on puisse mobiliser des ressources, mais sur certains services, qu'on puisse penser à une monétisation de ces services. Que ces services puissent eux-mêmes générer de l'argent pour qu'ils puissent devenir pérennes en termes d'existence. Rapidement, pour revenir sur le positionnement de l'agence. Aujourd'hui, l'agence en Côte d'Ivoire a principalement 2 types de rôles. Le premier, c'est celui de maître d'ouvrage délégué pour tout ce qui est construction d'infrastructures.
et un rôle d'assistant à maître d'ouvrage pour tout ce qui est déploiement des e-services. Hein. Et la gouvernance qui est mise en place, c'est que nous accompagnons, nous, les ministères, à définir leurs besoins et à choisir des entreprises qui peuvent les accompagner dans la mise en œuvre de ces services. Et l'accompagnement va jusqu'à identifier des sources de financement et à les aider à mobiliser ces financements, étant entendu que dans certains cas, je prends par exemple sur le projet majeur de l'agriculture avec sa composante e-agriculture, la Côte d'Ivoire a bénéficié d'un financement de la Banque africaine de développement. Et ça, c'est avec l'accompagnement de l'agence. Donc voilà un peu comment est-ce que on se situe en termes de positionnement et d'intervention. Je vais peut-être m'arrêter là pour pouvoir ne pas monopoliser la parole. Oui, une minute, je vais être très bref. Je voulais dire un petit mot sur la question des financements. Dans les pistes que j'ai évoquées tout à l'heure, la seule qui nécessite vraiment beaucoup de financement, c'est celle relative aux équipements. Le reste, les régulations, la volonté de se développer, la sécurité, la taxation, etc., ne coûte pas très cher. Il faut évidemment prendre des conseils, et ça, je pense que l'Union européenne peut beaucoup militer pour qu'il y ait un benchmark qui se fasse et qu'on aide un certain nombre d'opérateurs, de régulateurs, etc., à mettre en place. Mais ça, ce n'est pas une question d'argent. Sur les infrastructures, d'abord, toutes ces choses-là, tous ces services digitaux qui vont se développer doivent être payants, et ils le sont d'ailleurs. Et donc, ils ont leur propre système d'amortissement et de ressources. Simplement, comme les investissements initiaux sont chers, c'est là où il faut évidemment flécher une partie des aides ou des budgets internationaux ou des prêts. Et ça dépend d'une volonté politique et stratégique, et donc de définir les priorités. Nous aurons une session d'ailleurs à midi sur le financement, donc on pourra s'étendre. Donc c'est une question de priorité, et je pense qu'il faut ne pas s'inquiéter, il ne s'agit pas, c'est pas du tout hors de portée. Voilà ce que je voulais dire. Peut-être pour compléter votre question, hein, parce qu'on voit bien qu'elle est absolument centrale. On voit comment on peut à la fois créer un environnement favorable ou au contraire asphyxier le développement des grands acteurs du numérique. Deux témoignages concrets, parce qu'après tout, voilà, ça parle mieux. Orange, vous savez, a repris l'activité d'Airtel au Burkina qui avait décidé de se retirer. Bon. Les autorités étaient tentées, on peut les comprendre, face aux résultats d'Orange Money, de créer une taxe sur les transactions d'Orange Money. J'ai expliqué, alors qu'on venait d'arriver aux plus hautes autorités de l'État, que s'il créait la taxe, immédiatement, on allait retourner dans l'économie informelle. De nouveau, le cash allait circuler au cul du camion, comme on dit familièrement, et on allait perdre toute la dynamique liée à l'intégration monétaire. Par contre, j'ai pris rendez-vous un an après. On a investi massivement au Burkina Faso, on a refait le réseau, on a relancé la dynamique, 30% de croissance des revenus. Croyez-moi que l'État perçoit bien plus aujourd'hui en taxe fiscale qu'il n'aurait touché avec sa taxe qui aurait cassé la dynamique. Donc cet exemple, pour moi, il est clé, parce que je n'allais pas dire que les opérateurs ne doivent pas payer d'impôts, ça n'a pas de sens. On ne peut pas être en croissance avec les besoins des pays et pas payer d'impôts. Il est de dire, ne tuez pas à coup de fiscalité parafiscale dissuasive la dynamique de croissance dont vous aurez le retour en termes d'impôts. Et puis l'autre exemple que j'aime bien donner, c'est le Niger, parce qu'au Niger, là, pour le coup, les trois opérateurs allaient déposer le stylo. Je sais qu'on n'est pas... Voilà, c'est la réalité, c'est qu'on avait un niveau de fiscalité. Et les États, très courageusement, à commencer par le ministre des Finances, ont redétricoté extrêmement rapidement toute leur fiscalité pour rebâtir un cadre fiscal, et les dynamiques d'investissement reviennent. Et à l'arrivée, évidemment, c'est à la fois bénéfique pour les finances publiques des États et pour la croissance économique, la contribution du numérique. Voilà. Peut-être deux sujets en guise de conclusion. Le premier, je vais être rapide là-dessus. Le sujet, effectivement, de la formation, on le sait tous, il est juste essentiel. Donc, il faut absolument qu'on profite du sommet UE-Afrique pour essayer de cranter un certain nombre de convictions, voire même peut-être de décisions. Il faut absolument continuer à encourager et accompagner toutes les initiatives. Je pense à celle de notre ami Douglas, 10 000 codeurs. Je pense en fait à toutes ces écoles de type Grande École du Numérique ou Simplon. Et au-delà de ça, parce que tout ça c'est important et c'est nécessaire, mais les besoins estimés par la profession, c'est 1 million de professionnels du numérique par an qu'il faut qu'on forme sur les 25 prochaines années. Il y a un déficit de 25 millions de professionnels d'ici 25 ans sur les métiers du numérique. Ce qui est terrible, c'est qu'on parle tous de numérique, mais il n'y a pas suffisamment de professionnels du numérique dans chacun de ces pays africains, et une grande partie des projets sont faits depuis l'extérieur. On est dans quelque chose de tout à fait aberrant. Donc il faut massifier nos investissements dans le domaine. Je sais que l'AFD en a fait un sujet prioritaire également. Il faut que l'Union européenne travaille sur ce sujet-là, et c'est un message qu'on vous passera. Le deuxième sujet, pour reprendre en fait les messages de la société civile, naturellement, nous on prône un Internet neutre, libre. C'est tout à fait essentiel. Il faut absolument résister à toutes les tentations sur le continent qui sont celles des géants américains. Je pense notamment à Facebook avec son Free Basic, hein, cette idée que
quand on est un pays pauvre ou un pays en développement, on n'aurait le droit qu'à un Internet dégradé. L'Inde a dit « niet », on ne veut pas de ça. Ils ont mis en place un programme massif de déploiement du Wi-Fi, c'est ce qui fait aussi le Rwanda. Il y a toutes les offres en fait, de nos opérateurs sur lesquelles on peut compter. Il faut absolument qu'on trouve notre propre voie du numérique. Et vous savez pour ma part que je plaide pour cette idée de troisième voie numérique, finalement, entre une voie américaine, une voie chinoise, vous avez dit les pays de l'Est, mais nommons-les. Il existe en fait une troisième voie qui est fondée sur les communs, sur le partage, sur le co-développement, la co-innovation. Et c'est cette voie-là qu'il faut qu'on implémente au bénéfice notamment des écosystèmes numériques africains et qu'on aide à développer ces écosystèmes numériques africains. Merci, Monsieur Forsberg. Le mot de la fin. Voilà, voilà, c'est pour moi la fin. Donc, premièrement, je voudrais dire que le débat était très bien et très intéressant. Je crois qu'effectivement, on est tout à fait d'accord avec tout ce que vous avez dit. Hein. Il y a les défis, vous avez exprimé très bien les défis, et je crois que c'est effectivement ce qu'on essaie de faire. Je crois que le défi principal actuellement, c'est de mettre le numérique sur l'ordre du jour et se le mettre bien au-dessus de beaucoup des autres choses, puisque ce n'est pas toujours que nos leaders politiques, en fin de compte, prennent le numérique comme le plus essentiel. Donc c'est ça, je crois, le premier défi. Et je crois que c'est ça que je voudrais effectivement terminer. Je ne sais pas, sur votre question, voilà, sur le cyber security, et vous voulez que je le prenne ici ou je peux vous répondre après, peut-être, puisque... Oui, d'accord. Rapidement. Très rapidement. Donc, bon, d'abord, je ne suis pas la personne, puisque je ne suis pas de DG qui travaille avec le sujet, mais je dois vous dire que ça ne changera rien du tout avec le fait qu'il était avant ou après le règlement. Le règlement est là simplement pour unifier la législation européenne. Et avant, on avait le même problème que, effectivement, le droit de protection de droits personnels en Europe est un droit fondamental qu'on ne peut pas jouer avec. Hein. Et donc, ce qui est important, c'est que les pays à qui on peut transférer les données personnelles des citoyens européens doivent évidemment avoir une législation qui est l'équivalent de ce qu'on a en Europe. Et ça n'a pas changé, et ça ne va pas changer. Au contraire, je crois que ça va être plus facile à faire quelque chose avec nombre de pays dans le futur, puisque, effectivement, au lieu d'avoir 27 différentes législations, on a maintenant une seule qui est au niveau de l'échelle européenne. Le défi avec l'Afrique va être énorme, évidemment. On est en train aujourd'hui de faire quelque chose avec des pays comme le Japon. On a quelque chose déjà avec l'Argentine, etc., etc. Mais l'Afrique, on va absolument devoir travailler au-dessus, et c'est très important qu'on arrive à des situations qu'on puisse effectivement transférer les données. Donc on le voit, merci. Un débat riche, beaucoup de sujets, on n'a jamais assez de temps. Le numérique touche tous les secteurs, c'est vraiment un levier de développement et un levier surtout de croissance et de prospérité. Merci à tous nos intervenants. On va libérer la place pour le prochain panel. Je vous invite aussi à lire le Digital en Afrique, publié par le CIAN, et qui recadre un peu la problématique. Et donc, merci bien. Je donne la place aussi. Merci à nos panélistes. On est à quelques petites minutes de la pause. Je vais demander à Madame Camara de l'Africa Web Festival de se préparer donc pour en 4 minutes et pas plus nous parler de l'Africa Web Festival. Quelques takeaways de ce panel sur la coopération Union européenne, Union africaine. Donc on a compris que l'Union européenne souhaitait que l'Afrique soit plus unie, et donc leur objectif est de soutenir l'écosystème de sorte qu'on puisse avoir un bloc Union européenne, Union africaine qui contrebalance l'Asie et l'Amérique. Au niveau de M. Zapolski, qui représente l'Alliance pour le développement et le digital en Afrique, on a compris qu'il y avait des propositions que vous pouvez retrouver sur le site Digit4Dev et qu'il travaille sur des solutions globales, mais avec une échelle sous-régionale et communautaire. Je vous invite à ne pas partir, s'il vous plaît.